L'info vous est présentée par Laurent Clavel pour ce jeudi 12 mars. Au sommaire, on se penche sur les cimetières du Mans et leurs coûts d'entretien. Et ce chiffre étonnant, 600 000 € dépensés chaque année pour les 5 cimetières de la ville. Une somme qui permet notamment de répondre aux demandes croissantes de dispersion des cendres. Ne dites plus conseiller général, mais départemental. Voilà l'une des nouveautés des élections ex-cantonales qui se tiennent dans 10 jours. D'autres changements sont au programme. Le mode d'emploi dans ce journal. Films, photos, débats, nous partirons au Brésil avec les 25e Carrefour de la Pensée qui débutent ce vendredi au Mans. Mon invité, c'est Philippe Kéravec, il est délégué CGT à l'hôpital du Mans. Il était en négociation aujourd'hui avec la direction. Déjà un mois de conflit autour des conditions de travail et peut-être une sortie de crise. 600 000 €, c'est ce que coûte l'entretien annuel des cimetières pour la ville du Mans. En ce moment même, le cimetière sud est en plein travaux, en projet, un jardin du souvenir. Pourquoi ce nouvel espace? Eh bien, il répond aux demandes croissantes de dispersion des cendres. Laure Girard. C'est un jardin, mais un jardin du souvenir, cimetière sud du Mans. 200 000 € sont investis pour créer un nouvel espace, juste en face de l'ancien, devenu trop petit. Le nombre de dispersions se multipliant, ce n'était plus du tout adapté effectivement à la demande des populations. On a bien sûr fait des réseaux d'assainissement, on a des caniveaux, on a fait bien sûr les cheminements sont accessibles aux handicapés, aux personnes à mobilité réduite sur la totalité de l'espace. Cet aménagement prévoit 600 nouvelles places en caverne et columbarium. Depuis 2008, les demandes de crémation ont augmenté de 35% au Mans. La ville est donc confrontée à un problème de place pour recevoir les cendres des défunts. La loi oblige les familles à les disperser dans un délai d'1 an après crémation. On a eu une situation un peu tendue il y a 4 ans à peu près, sur lequel on avait constaté que si on ne faisait pas ces travaux complémentaires, on allait être exposé au risque de devoir créer un nouveau cimetière. Donc on a un peu accéléré le système de gestion des remplacements de concessions. Toujours pour une meilleure gestion de la place, impossible au Mans de réserver sa concession. Aujourd'hui, sur le Mans, il n'est plus possible d'acheter une concession de son vivant. C'était possible il y a plusieurs années, mais aujourd'hui nous ne pouvons plus le faire justement par ce manque de place. Il faut que l'on garde des places pour les défunts du moment, quoi. Les travaux de ce nouveau jardin du souvenir seront terminés dans 2 mois. La nouvelle est tombée en fin d'après-midi. L'école, le collège, le lycée Saint-Michel d'Épéret à Paris-Paulin fermera ses portes à la rentrée. Décision rendue par le tribunal administratif du Mans qui se penchait aujourd'hui sur le cas de l'établissement. C'est une liquidation judiciaire qui a été prononcée. Les 250 élèves pourront tout de même continuer leur scolarité jusqu'en juillet, mais pas après. Donc, Saint-Michel d'Épéret est lourdement endetté à hauteur d'1 million d'euros. Il est aujourd'hui en cessation de paiement. Déjà un mois de conflit à l'hôpital du Mans entre le personnel et la direction et peut-être un espoir de sortie de crise depuis aujourd'hui. On en parle avec notre invité. Oui, bonsoir Philippe Kéravec. Bonsoir. Vous êtes délégué syndical CGT à l'hôpital du Mans. Alors vous étiez en négociation aujourd'hui avec la direction, plus de 2 heures de négociation. Qu'est-ce qui ressort de ces discussions, notamment sur les urgences? Écoutez, je pense que ce n'est pas tout à fait des négociations, c'était les propositions que la direction a souhaité nous faire pour nous apporter des éléments de réponse en fait, par rapport à ces 4 semaines de conflit. Alors oui, quelques annonces sur les urgences. Alors en fait, il y a 3 volets, puisqu'une des revendications, c'était l'augmentation du nombre de lits pour pouvoir accueillir les patients hospitalisés. Donc là, il y a une étude en cours sur éventuellement la réouverture d'ici l'hiver prochain d'une 20aine de lits. Sur combien actuellement? 1700 lits à peu près. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une des problématiques, le manque de lits, de ce qu'on appelle de médecine polyvalente. Donc là, ce n'est pas les urgences. Non, ça n'a rien à voir. C'est en aval des urgences. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Dans le même ordre d'idée, il a été décidé de réduire le nombre de fermetures de lits durant l'été, puisque par expérience, on ferme un certain nombre de lits durant les mois de juillet et août, ce qui permet en même temps au personnel de pouvoir partir en vacances. Donc là, on répond à une de nos revendications. Pour autant, ça va créer un autre problème, c'est comment les agents qui pouvaient partir jusqu'à présent vont pouvoir... voilà, c'était aussi une des problématiques. Parce que c'était difficile à gérer l'été, les lits?
Eh ben oui, d'une part, oui, parce qu'on a eu cette problématique l'année dernière où le nombre de lits a été fermé, a été beaucoup trop important. Et il y a comme il y a eu un afflux de patients qui sont arrivés aux urgences, on s'est retrouvé l'été dernier en ce qu'on appelle en hôpital sous tension, un peu comme ce qu'on a vécu là au mois de janvier. Ouais. Et parce que par manque de lits, on ne savait plus où mettre les patients qui nécessitaient une hospitalisation. Alors le point sensible, c'est les urgences. Et là, il y a des nouveautés. Alors là aussi, on nous apporte quelques éléments. La création de 5 postes, 3, d'infirmières et d'aides-soignantes. 5 équivalents temps plein. Voilà, tout à fait. 30% d'un temps plein, c'est ça. Voilà. D'accord. Des emplois pérennes pour l'accueil et l'orientation des usagers. Et puis aussi aux urgences. Et puis aussi, il y a une zone de transit qu'on appelle, des patients qui sont en attente avant d'être positionnés dans les services d'hospitalisation. Alors 5 postes équivalents temps plein, c'est des postes non médicaux, des infirmières par exemple? Infirmières et aides-soignantes. Aides-soignantes. Oui, et il est aussi envisagé un renfort de médecins urgentistes. 2 médecins? 2 médecins, peut-être un petit peu plus, on ne sait pas trop exactement. Pour autant, voilà, la grosse difficulté pour les médecins, c'est de pouvoir les recruter. Et quand on sait déjà qu'il y a déjà des postes vacants, donc 2 postes vacants, donc voilà, il va falloir, c'est bien d'apporter des réponses, mais il faut encore s'assurer derrière qu'on va pouvoir être en capacité de pouvoir les embaucher. Plus une enveloppe de 900 000 € pour faire face à l'absentéisme, c'est quoi en quelques mots oui, en clair, c'est bon. Alors ça c'est un effort important puisque c'est pris sur l'enveloppe d'investissement. En clair, ça correspond à une vingtaine de postes qui seront mis à disposition pour assurer les absences de courte durée. Arrêt maladie, qui arrivent comme ça au pied levé et qui était une des problématiques aujourd'hui rencontrées puisque un certain nombre d'agences étaient rappelées à domicile parce que pour faire face à une difficulté. Donc c'est vrai que ces 22 postes vont être un petit plus, mais globalement quand même, compte tenu de l'état, la colère et l'exaspération des personnels, on peut penser que ça sera encore insuffisant, bien entendu, mais c'est un premier pas. La porte est ouverte sur éventuellement d'autres négociations. C'est une sacrée bouffée d'oxygène, là, vous appelez à lever la grève? Non, d'une part, c'est pas nous qui allons décider, ce sont les personnels. En même temps, on est loin, malgré tout, d'avoir répondu à toutes leurs revendications, puisque là, c'est vrai que les urgences vont bénéficier de certains postes. Pour autant, on n'a pas réglé le problème de fond, le manque de personnel crucial dans les services. Et puis, il y a quand même une grosse inquiétude, c'est les annonces qui viennent d'être faites sur la baisse des coûts tarifs par l'assurance maladie pour les hôpitaux, pour les établissements de santé en 2015, avec une baisse de 1%. Donc, ça veut dire des recettes en moins pour l'hôpital à activité constante. Et donc, là, c'est quand même très inquiétant parce que ça risque d'avoir des conséquences sur le personnel. Débrayage lundi 14h30 en un mot. Voilà, on maintient le mot d'ordre et puis il y aura une assemblée générale qui est programmée pour mardi et là on essaiera de décortiquer un petit peu les propositions qui sont faites par la direction et puis le personnel se déterminera, mais tout en sachant que sur la suite à poursuivre, tout en sachant qu'on a quand même la volonté d'associer les usagers à nos problématiques. Mais merci Philippe Caravec d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes délégué syndical CGT à l'hôpital du Mans. Dans 10 jours, ça vous le savez évidemment, les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs futurs conseillers départementaux. Conseillers départementaux, c'est le nouveau nom donné aux anciens conseillers généraux. Et ce n'est pas le seul changement. Il faudra voter pour des binômes dans des cantons redécoupés. Le risque, c'est d'éloigner encore un peu plus des électeurs déjà peu concernés. Pour tout comprendre, le détail des nouveautés 2015 avec Mickaël Texier. 40 cantons répartis sur le territoire, la carte est belle, mais très datée, et ne correspondait plus à la population qui peuple le département, avec des différences abyssales. 4 000 habitants dans le canton de Montmirail, 37 000 pour le Mans Nord-Ouest, et pour chacun, un seul conseiller général. Il y a désormais 21 cantons, certains ne sont qu'un quartier du Mans, d'autres regroupent jusqu'à 51 communes. C'est le cas de celui de Mamers. La population dans ces cantons est comprise entre 21 et 30 000 habitants. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, qui sont les juridictions de référence en matière électorale, ont depuis longtemps dit qu'on devait tenir compte du critère de la démographie dans les circonscriptions électorales, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps, puisqu'il y avait eu un exode rural au XXe siècle. Beaucoup de changements donc, à même de convaincre les électeurs de rester chez eux le jour J, pas forcément.
Le système est totalement nouveau et les gens le découvrent, mais au final on va y gagner en lisibilité puisque le conseil général change de nom, devient conseil départemental et ça c'est quand même un progrès. Dans quelques temps on ne parlera peut-être plus des cantons puisque là on ne parle plus d'élections cantonales mais départementales. Donc il y a une réflexion sur le vocabulaire qui me semble moi bienvenue par rapport à la lisibilité pour les citoyens. Autre nouveauté, vous choisirez non pas un, mais 2 conseillers départementaux. Ce sont des binômes hommes-femmes qui se présentent au suffrage des citoyens. La future assemblée départementale sera donc plus représentative de la population. La 25e édition des Carrefours de la Pensée, c'est vendredi et samedi, et ça se passe au Palais des Congrès. Et cette année, le Brésil est au cœur des débats, une grande puissance en pleine mutation à laquelle s'intéressent des chercheurs géographes de l'Université du Maine. Laure Girard a rencontré l'un d'entre eux. Depuis quelques années, c'est au Brésil que François Laurent, géographe, a trouvé matière à étudier, notamment dans le domaine de l'agriculture et ses enjeux écologiques. On a souvent des préjugés sur le Brésil, déforestation de la forêt amazonienne, etc. En fait, les choses vont très vite, notamment en termes de transition agricole. Ce qu'on observe dans une autre région qu'on a étudiée en Amazonie, dans l'Est amazonien, où il y a une dizaine d'années, c'était le champion de la déforestation. Et depuis quelques années, il y a eu une sorte d'électrochoc lié aux politiques publiques, à l'intervention d'ONG aussi environnementalistes. En couleur sur cette carte, les zones naturelles protégées et qui gagnent du terrain depuis une quinzaine d'années. Le Brésil montre depuis plus de 10 ans sa capacité à reboiser des essences locales, une démarche auquel s'intéressent les géographes sartois. On considère qu'un hectare de ce type de forêt plantée permet d'économiser 34 hectares de forêt native, donc qui est à conserver pour toutes les raisons qu'on sait, biodiversité, stockage de carbone. Mieux connaître le territoire pour adapter les politiques publiques utiles au Brésil, mais surtout transposables chez nous. L'université a un lien renforcé avec la région des Pampas, au sud du Brésil, une région aride où l'eau est la principale problématique. Notamment pour l'irrigation du riz. Et on a reçu le président d'un comité de bassin de cette région avec les universitaires pour mieux comprendre les systèmes de gestion de l'eau en France et voir un peu les liens qui pouvaient être faits et la capitalisation des expériences entre nos deux pays. François Laurent est aussi vice-président des Carrefours de la Pensée avec cette année le Brésil au cœur des débats. Il souhaite que ces rencontres, ouvertes à tous, contribuent à une meilleure connaissance d'un pays riche de sa complexité. En bref, reconquête pour le MSB ce soir en quart de finale de l'Euro-Challenge. Au match aller mardi en Roumanie, les tangos s'étaient inclinés lourdement 84-60 face à Targugiu. Les hommes d'Herman Kunter doivent l'emporter en Tarès pour espérer jouer la belle. Ce serait mardi prochain. Ils devront faire sans l'un de leurs meilleurs joueurs, Charles Cahudi, toujours blessé. Et puis, on connaît depuis aujourd'hui la liste des engagés pour les 24 heures moto qui se dérouleront les 18 et 19 avril prochains. 60 pilotes disputeront l'épreuve. 5 grands constructeurs seront présents. BMW effectue son retour dans la compétition aux côtés d'Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha. Et on termine ce journal avec un carnet rose, Florent. Eddy Porcelet sont nés ce mercredi à l'Arche de la Nature, au Mans. Leur maman, Idole, est elle-même née à la ferme en 2013. Ces bébés appartiennent à l'une des plus vieilles races de porcs français, la race Bayeux. Alors pour l'instant, ils ne pèsent que quelques grammes, mais à l'âge adulte, les plus beaux spécimens avoisinent les 350 kilos. Une bonne nouvelle pour l'Arche qui avait programmé cette naissance spécialement pour la fête du cochon qui se tiendra ce dimanche. Je vous propose d'écouter Raphaël Rousseau, le fermier qui a assisté la maman lors de la Misbah. Disons que la Misbah s'est bien passée. Donc voilà, j'ai juste à remettre des fois les porcelets, à les aider à trouver la tétine, quoi, mais après ça va, quoi. Là, pour le bien-être de l'animal, 10 petits, c'est bien. On n'a pas eu de mortalité et en fait, nos cochons ne sont pas poussés à la production. Donc voilà, donc c'est 10, c'est bien, la mère peut s'en occuper. Puis il faut que tout le monde se fasse une place pour téter, hein. Ah, ils sont vraiment choux, ces petits cochons. Ça fait plaisir à voir. À poids, hein, oui. Bon, on se retrouve dans un instant pour l'actu vue par les entrepreneurs, après la météo.